Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous, la série qui va à votre rencontre. Aujourd'hui, nous allons en Roumanie, à Bucarest plus précisément, à la rencontre de Daniel. Daniel est écrivain, leader d'opinion politique et aussi directeur de maison d'édition. Bonjour Daniel. Salut à toi, l'ami, merci de ton invitation. Avec joie de te retrouver ici. Alors dis-moi en tout premier lieu, comment as-tu entendu parler et à quel moment du coronavirus? Euh, En fait, c'était en janvier, je crois, la première fois que j'en ai entendu parler. J'étais à Paris à ce moment-là pour faire des émissions. Et c'est ma compagne qui est dans le milieu médical qui m'a dit fais attention à toi, notamment essaie de ne pas fréquenter des milieux avec des Asiatiques, parce qu'il y a un virus qui vient de Chine et qui est très puissant. Et ma femme, comme je disais, qui est interne en médecine, a tout de suite compris que c'était un virus particulier qui allait être plus violent que bien d'autres. Et donc, bon, au début, j'ai pas trop prêté attention, et c'est après, quand je suis revenu en Roumanie, qui est mon lieu de vie courant, que la situation s'est aggravée, notamment en Italie. Et voilà quoi. Je crois que ça a commencé en fait. Le virus s'est développé fin novembre, mais on en a entendu parler plutôt en janvier en France. Ouais, c'est ça. Et évidemment, ce qui est étonnant, c'est à quel point au début les risques étaient minimisés par les gouvernants, euh, notamment la ministre de la Santé, et à quel point 2 mois après c'était le contraire, quoi. C'est-à-dire que maintenant on se demande si le confinement c'est pas de la folie, ou si c'est une solution adaptée. Donc voilà quoi. Et alors en Roumanie, par rapport à la France, comment est-ce que le gouvernement a réagi? Comment est-ce que, vu qu'il vous a mis en confinement, je sais un peu plus tard, mais comment, avant le confinement, justement, il a communiqué sur cette Euh, pandémie? le, alors moi j'habite en Roumanie, mais je ne parle pas la langue roumaine. Mais ici, on va dire que la situation a tout de suite été prise au sérieux, notamment quand un certain nombre de ressortissants, enfin de Roumains, de nationalité roumaine, sont revenus d'Italie en urgence parce que la situation se dégradait heure après heure dans le nord. Et il y a beaucoup de Roumains qui vivent et travaillent dans le nord. Et en fait, quand ces Roumains-là sont revenus, ils sont revenus tous en même temps. Ça, en fait, en l'espace d'un week-end, il y a eu mais je parle de dizaines de milliers. Je crois qu'il y avait 20 ou 30 000 Ah oui, Roumains qui sont à ce revenus. point-là, Alors, d'accord, c'était à carrément ce une vague. point-là, panique à bord, ils sont tous rentrés. Et là, la question s'est posée. Le gouvernement a tout de suite compris. 20 000 Roumains qui viennent. Les frontières sont. La Roumanie, ce qu'il faut dire, est hors de l'espace Schengen. Toutefois, il y a toujours des moyens, quand tu es un petit peu magouilleur, de passer la frontière sans te faire choper. Et c'est ce que certains ont fait. Donc le gouvernement a tout de suite compris que parmi ces gens qui revenaient d'Italie, certains avaient forcément le virus. Et ça n'a pas loupé. Une semaine ou deux après, il a commencé à avoir les premiers cas ici. Et maintenant, bien sûr, ça n'a pas de commune mesure avec ce qui s'est passé en France ou en Italie, mais il y a quand même entre 200 et 400 cas chaque jour. Donc le virus est bien installé ici aussi. Oui, ça commence, on va dire, à être assez sérieux, ouais. Ouais, Et alors, ouais. comment est-ce que toi, tu as accueilli cette annonce de pandémie? Comment est-ce que ça a changé ton quotidien avant le confinement même? Est-ce que tu as ressenti quelque chose avec les gens, l'extérieur? Qu'est-ce qui a changé? Euh, Écoute, qu'est-ce qui a changé? Moi, tu sais, ma vie est assez sédentaire. Contrairement à ce que beaucoup de gens qui me suivent croient, j'aime bien rester au même endroit et être à la maison. Je suis assez casanier, c'est ça que je voulais dire. Et donc, en fait, mon quotidien à moi n'a pas énormément changé parce que je travaille beaucoup depuis chez moi, sur mon ordinateur, je lis des livres, j'en écris. Je communique avec des gens via des réseaux comme celui qu'on est en train d'utiliser. Je veux dire, en fait, je n'ai pas besoin de sortir fondamentalement, et quand je ne dois pas sortir, ça m'affecte pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'au début, si on m'avait dit au début du confinement que ça durerait plus d'un mois, peut-être que ça m'aurait angoissé davantage. Maintenant que là, ça fait 40 jours ou plus, 45 jours, je crois, c'est vrai que on commence à sentir le poids de l'enfermement, et ça a un impact quand même. Toutefois, je trouve qu'il y a deux choses à dire sur l'attitude des Roumains. C'est que on peut reprocher ce qu'on veut aux Européens de l'Est et aux Roumains en particulier, mais ils ont le sens de la discipline. C'est-à-dire, on leur dit quelque chose, ils le font, ils réfléchissent pas. Paradoxalement, euh, leur élite, enfin, ils ont l'impression que leur élite est corrompue au niveau financier, mais ils respectent leurs décisions, je dirais, de type pouvoir exécutif, quoi, un pouvoir, tout ce qui a trait en fait à la vie quotidienne, ça, ils ont tendance à le respecter. Et donc, dès le début, j'ai vu qu'en Roumanie, par rapport à ce que j'entendais, ce que mes propres parents me disaient de la France, il y avait plus de masques. C'est-à-dire qu'ici,
y a 80 à 90% des gens que je croise dans la rue qui ont des masques. Deuxièmement, le confinement a été respecté dès le début, c'est-à-dire en fait, quand on a interdit les parcs, eh bien, les parcs étaient vides. Il y a eu très très peu de... Voilà, donc en gros, je dirais, premièrement, une certaine respect des consignes de sécurité, et deuxièmement, euh, un adoucissement des caractères, c'est-à-dire qu'en fait, les Européens de l'Est sont très froids en général. Les Roumains, c'est pas les pires. Les pires, je pense que c'est les Russes à ce niveau-là. Mais toutefois, moi, c'est un truc qui me manque par rapport à la France, c'est la cordialité. En France, il y a beaucoup de sympathie. Tu vas à la boulangerie, tu Ah tapes à oui, discuter avec complètement, le bah oui. boulanger. Ouais. Franchement, même dans la France d'aujourd'hui, on sait tous les problèmes qu'il y a, il y a toujours cette sympathie, on pourrait dire ce caractère latin, chaleureux, qu'il n'y a pas ici. Et bien en fait, au bout de 3 semaines, un mois de confinement, il y a un rapprochement qui s'effectue avec les gens, paradoxalement. C'est-à-dire que quand tu es dehors, comme les gens sortent peu, eh bien, il y a des interactions sociales qu'il n'y avait pas autrefois. Ah, c'est intéressant C'est-à-dire qu'en ça, que fait, ça, ouais, ça crée une on sorte sent le de besoin courtoisie. humain. Oui, le mot courtoisie, je ne sais pas si j'emploierais celui-là, Non, je dirais pardon. un intérêt pour l'autre. D'accord. C'est-à-dire que d'habitude, les Roumains ne sont pas intéressés par l'autre. Et là, en fait, comme ils sortent peu et qu'ils s'ennuient, ils sont en manque de relations sociales, y compris avec leurs collègues de boulot, parce que beaucoup maintenant font du télétravail. Et Ok. bien, en fait, je me suis surpris à discuter avec mes 3 mots de roumain et aussi le français, parce que le français est bien compris des gens d'un certain âge. En fait, le français était la première langue étrangère apprise jusqu'à la fin du communisme. Donc, on va dire les plus de 40-50 ans parlent assez bien français, ils comprennent en tout cas. Et donc, ça m'arrive de discuter avec eux. Confinement oblige, voilà, ça a rapproché Ah, les gens un peu à excellent. ce niveau-là. Ah, du coup, C'est ça t'a drôle, ouais. rapproché du peuple roumain, Ouais, alors. De tes voisins, en ouais, tout on cas. pourrait dire ça. Ouais, ouais, On pourrait dire ça, ouais, comme quoi, il n'y a effectivement. pas que des mauvais côtés, quoi. Il n'y a pas que du... il y a pas que du négatif. Non, même si je pense que tout ça va s'envoler en fait quand le confinement sera terminé, mais bon, pour l'instant c'est assez agréable. Et alors, est-ce que toi, dans ton entourage amical ou familial, tu as eu vent de personnes contaminées par ce virus? Euh, oui, en fait, déjà dans la communauté qui s'est créée autour de moi par rapport à mon activité sur Internet, qui s'appelle Les Braves. Bon, ben, on a eu des Braves qui sont tombés malades, on a eu trois quatre que je connaissais pas personnellement, mais dont on sait qu'ils sont dans le réseau et que leur témoignage est sûr. Et l'ami d'un de mes meilleurs amis, en fait, enfin la petite amie d'un de mes meilleurs potes, a chopé le virus. Il n'y a pas eu de danger de mort pour elle. Par contre, elle a vraiment été pendant 3 semaines dans une grande difficulté, quoi. Et bien sûr, des figures de la droite patriote Oui. qui ont eux-mêmes attrapé le virus, comme Renaud Cabu, que je suis sur Twitter, qui a raconté ses déboires, et un autre éditeur qui s'appelle, son nom m'échappe, Christian Boucher, un D'accord. éditeur aussi un peu sur ma ligne, enfin dans mes idées, quoi. Ouais. Pas sur ma ligne, mais on va dire plutôt classé à droite, qui lui a eu le coronavirus et il a fait 14 jours de coma. Ah oui, Il a quand eu même. ah ouais, il a eu une version très lourde du virus. D'accord. Donc tout ça a validé la certitude que j'avais Mhm. déjà que ce virus, par sa nouveauté, son caractère, en fait, le corps ne connaît pas le virus, Oui. et le fait qu'il n'y ait pas de vaccin. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut le rattraper. Quand on l'a attrapé une fois, on peut retomber malade 3 semaines, un mois après. Bah, tout ça fait qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et alors, ta femme qui est dans le milieu hospitalier, est-ce que grâce à Ouais, elle, vous avez eu une longueur d'avance par rapport justement à vous prémunir avec les masques, avec ce genre de choses, avec de l'équipement? Est-ce que vous avez pu comme ça ouais, c'est avoir... une bonne question. En fait, pas vraiment, parce que malgré tout, même si ma femme suivait ça, elle n'avait pas forcément prévu que la contamination serait mondiale. On pensait qu'on aurait plus de temps devant nous. Et donc, il faut bien comprendre qu'une semaine avant que la Roumanie soit confinée, donc c'est arrivé seulement quelques jours après la France. Franchement, quand je dis une semaine, c'est vraiment une semaine avant, hein. Oui, oui, On n'était pas du tout dans le stress. d'accord. Bucarest, il y avait 0 cas. En fait, on regardait tout ça de loin. Mhm. Euh, et finalement, il a suffi que tous ces Roumains reviennent d'un coup, ce qui était prévisible, mais on n'avait pas forcément pensé à la chose. Tous ces travailleurs roumains, ou des retraités même, qui passaient leur retraite en Italie, qui sont revenus ici, eh bien en fait, ont mis le pays en danger. Je dis ça sans les pointer du doigt, c'est un Ouais, fait. Et, bah, tout à coup, il a fallu être en mode bah, lutte contre le virus, quoi. c'est ça. Donc, Ouais. ouais, alors
très vite allé à la pharmacie. Pendant une semaine, on a encore trouvé des masques. Et là aussi, on n'en trouve plus en Roumanie. Il y a une Mais pénurie on aussi, va ouais. dire, il y a que 20 millions d'habitants. Et ces 20 millions d'habitants, je ne sais pas trop comment ils se sont débrouillés avant. Mais je te dis, la plupart des gens ont un masque, ce qui n'est pas le cas en France. Toi, autant que leader d'opinion Ouais. politique, Mhm. tu crains en fait le grand remplacement du Oui. peuple français par justement tous ces extra-européens qui viennent en masse et Ouais. l'organisation par nos élites justement de ces grands flux migratoires que l'on subit ou que l'on D'accord. vit pour certains. Et certains, voilà, il y en a qui le subissent, Ouais, d'autres ouais. le vivent plus ou moins bien. Toi, on peut dire que Ouais. tu le subis et que tu le dénonces fortement. Et alors, est-ce Ouais. que cette pandémie qui nous tombe dessus est, Mhm. euh, est plus forte que cette crainte que tu as Ah, justement de l'immigration, dans le sens de déstabilisation, ou est-ce que l'immigration et tout ce qui en découle est un fléau plus lourd pour la France qu'une pandémie? ah, d'accord. Voilà, sur ce, je sais que c'est difficilement Oui. comparable, mais est-ce que tu peux justement faire une espèce d'analyse miroir? Bah, la question est intéressante. Moi, je dirais quand même que l'immigration, c'est plus que l'immigration. Renaud Camus appelle ça le grand remplacement. Je vais l'appeler avec les vrais mots, mais c'est pas des mots interdits, hein, donc je peux le dire sans qu'il y ait de menace particulière sur ta chaîne ou même pour la loi. C'est un remplacement ethnique, c'est-à-dire en fait que sur le continent européen, notamment en Europe de l'Ouest, le nombre d'autochtones diminue proportionnellement au nombre d'immigrés qui arrivent, qui s'installent et qui ne repartent pas, et qui font globalement, traditionnellement chez eux, plus d'enfants. C'est même quasiment systématique, entre 2 et 5, alors que les Européens font moins de 2. C'est le cas d'ailleurs de tous les pays européens. Bien sûr que pour moi, cette situation est beaucoup plus grave que tous les coronavirus du monde, parce qu'elle est inédite historiquement et qu'elle menace notre peuple dans son existence même. Alors on va dire, bah oui, un virus c'est pareil, ça tue des gens. Non, on n'est quand même pas dans la situation de la peste bubonique lors du Moyen Âge, parce que la médecine a évolué depuis, qu'il y a des moyens, c'est-à-dire que maintenant on comprend comment fonctionne un virus, on sait comment s'en prémunir, on sait comment limiter le nombre de cas, et par ailleurs, en fait, ce qui est dangereux avec ce virus, c'est son extrême contagiosité. Euh, Par contre, le virus en lui-même, même s'il est plus grave que la grippe, c'est pas un virus comme Ebola ou comme la peste qui tue 30, 40, 50, 60% des patients. Donc, il n'y a pas une menace en fait de disparition de l'humanité, ça c'est sûr. Par contre, s'il n'y avait pas de confinement, moi je suis plutôt pour le confinement en fait, parce que ce que les gens ne comprennent pas, ceux qui sont opposés au confinement, c'est que l'idée n'est pas de ne pas attraper le virus, euh, c'est pas une solution curative, c'est un moyen de ne pas engorger les hôpitaux tous au même moment. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait eu aucun confinement en Occident et dans le reste du monde, eh bien en fait, les hôpitaux de toutes les grandes villes auraient été comme ça pris d'assaut par, on va dire, des gens de 15 à 70, 80 ans, 90 ans, qui en fait, la même semaine quasiment, seraient venus pour des symptômes de fièvre haute qui nécessitaient des soins très importants, tu vois. Donc en fait, Oui, il c'est vrai que fallait c'était faire ce l'idée première, oui, confinement. du confinement, c'était vraiment ça. Ouais. Ouais, c'est l'idée première. Alors maintenant, on peut se demander si ça a du sens de le continuer. Il y a une crainte qui est évidente des États. Et honnêtement, moi, comme tu le sais, si tu me suis, je suis pas complotiste. Je pense Oui, que bien là, la sûr. crainte des États, c'était que en déconfinant, en arrêtant la quarantaine, eh bien que la deuxième vague de coronavirus entraîne une paralysie des pays par un trop plein de malades au même moment. Toutefois, c'est un accident historique terrible. Euh, mais je ne doute pas que les scientifiques et les chercheurs trouveront une parade, que Ok. ce soit un vaccin. Mhm. Alors, sachant qu'il faut savoir un truc, et le public qui nous écoute doit comprendre que jusqu'à présent, on n'a trouvé aucun vaccin pour toutes les formes de coronavirus qui ont existé. Oui, c'est Les vrai, ouais. coronavirus, par leur structure, sont apparemment très difficiles à soigner. Je ne me demande pas pourquoi, parce que je n'ai pas la compétence, mais apparemment, c'est très difficile de trouver un vaccin, même si les symptômes ressemblent à la grippe en réalité, c'est très différent. Mhm. Et donc, ceci dit, s'il n'y a pas de vaccin, il y aura peut-être des solutions comme la chloroquine ou autres qui vont être trouvées. Je ne doute pas que dans 1 ou 2 ans, on sera beaucoup plus armé face à ce virus. D'ici là, il y aura eu beaucoup de morts et les conséquences économiques seront terribles, ça c'est vrai. Ce que je crains, je vais te le dire en tant qu'identitaire,
c'est que, par exemple, la ruine des commerçants, ça c'est vrai que énormément de commerces ont été fermés, vont fermer, sont dans la ruine totale, donc je viens de le dire, et je pense que des commerçants qui autrefois rechignaient à prendre dans leur personnel des extra-européens en les payant au black ne rechigneront plus à le faire. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura un appel d'air pour l'immigration, enfin vers l'immigration orientale et africaine après le virus qui va être terrible. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça sera à nouveau une immigration de travail. C'est-à-dire que là, les gens n'auront pas le choix, Oui. entre guillemets, on a toujours le choix, mais on va dire certains commerçants, pour leur survie, Ça sera mieux accepté, n'hésiteront oui. pas à licencier voilà, un personnel qui était plutôt français, par exemple en France, pour aller chercher des Marocains, des gens d'Afrique noire surtout, comme c'est déjà le cas dans pratiquement tout l'Est de Paris. Mais je pense que cette pratique va se généraliser, y compris, et là c'est mon inquiétude des plus lourdes, pour des pays qui jusqu'à présent sont plutôt préservés. Euh, C'est-à-dire, il n'est pas exclu que des Roumains fassent appel à des Asiatiques, ou donc Ouais, quand ou je à parle des de, c'est hindous, toujours par des exemple. pays toujours des pays de rêve, tu vois, le Pakistan, l'Inde, des choses comme ça, pour travailler en cuisine. Oui, Ça, c'est par pas exemple. du tout exclu. C'est un exemple parmi d'autres des conséquences que peut avoir la crise. Toutefois, pour moi, le cauchemar du siècle, c'est vraiment le recul progressif de l'homme européen sur ces terres. Euh, voilà quoi, c'est tellement important. Il n'y a même pas de mot en fait. Il faudrait inventer un mot. Grand remplacement est un mot encore trop joli pour expliquer ça. C'est bien plus grave. Bah, je vous invite, par la même occasion de cette question, d'aller regarder ce que fait Daniel, Daniel Conversano. Vous pouvez le trouver ainsi sur Internet. Et on en reviendra à la fin de l'émission de toute manière sur tout ce que tu proposes. Ok, d'accord, Et, avec plaisir. et alors, ce problème de l'immigration et des deux France, Ouais. en fait, c'est vrai que nous, ici, on a pu le constater. Et même ceux qui n'étaient pas concernés par la question, je remarque dans mon entourage, avec Mhm. justement toutes ces exceptions, par exemple, pour les zones de non-droit, comme on les appelle à l'étranger, les Ouais. cités dures, etc., les banlieues parisiennes, lyonnaises. Il y a eu Ouais. ils ont eu des exceptions par rapport au confinement, au couvre-feu, etc. Mhm. Est-ce qu'en Roumanie, est-ce que toi, depuis la Roumanie, en suivant les réseaux, tu as vu ça? Est-ce que tu pourrais le commenter? Euh, donc sur la situation en France, hein, Ouais, c'est-à-dire justement, comment comment le coronavirus révèle bah, c'est pas, profondément cette double France, quoi. c'est pas surprenant en fait. Ça fait déjà des années que l'État, à travers sa police, achète la paix sociale. Euh, quand on dit l'acheter au sens strict, c'est-à-dire qu'en fait de l'argent est envoyé dans les banlieues parce que ces gens n'arrivent pas à trouver des emplois, donc on leur donne de l'argent pour qu'ils ne fassent strictement rien, mais qu'ils ne cassent pas tout. Et pendant cette période de confinement, cette mansuétude stratégique de l'État se définit comment, enfin se montre comment, eh bien, on laisse les gens en banlieue faire n'importe quoi. Et quand un policier fait son travail en demandant ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne à quelqu'un qui ne respectait pas le confinement et qui en plus faisait n'importe quoi avec sa moto, de se calmer, eh bien, quand ça amène à un drame comme un accident, là, sa jambe a été très, très heurtée, eh bien, les quartiers sont à feu et à sang, les racailles réclament vengeance, les flics sont traités de tous les noms et sont menacés dans leur existence physique. Donc, que fait l'État au bout d'un moment? Là, on a vu des vidéos circuler qui ont été publiées sur des sites. Alors, les gens vont dire oui, mais c'est des sites orientés idéologiquement. Oui, mais sauf que bon, les sources, elles sont bonnes. On a vu des audios, on a entendu des audios de la police dans un talkie-walkie de police, des rapports concrets, ça c'est des trucs qui sont vérifiables, disant aux policiers, dans certaines banlieues, les banlieues que vous savez, quand en fait les gens font n'importe quoi, on vous invite à ne pas intervenir. Parce qu'intervenir, ça veut dire quoi? Les racailles n'obtempèrent pas. Quand tu n'obtempères pas face à un flic qui veut t'arrêter, bah, quelle est la solution du flic? Te tirer dessus. Et donc l'État craint un scénario à la guérilla, comme dans le livre d'Oberton, c'est-à-dire un flic, non pas qui pète les plombs, mais qui fait son travail, et que tout à coup ça soit un enchaînement de choses, et que finalement la guerre éclate en plein coronavirus. Donc c'est pour ça qu'en fait, d'une certaine manière, si je me positionne comme l'État, si je pense à la place de l'État, c'est logique de faire ça. Maintenant qu'ils ont fait le choix de l'immigration, une espèce de religion d'État qui est l'immigration, ils n'ont pas d'autre choix que laisser les Maghrébins de banlieue et les Noirs faire n'importe quoi,
pour ne pas, évidemment, qu'il s'énerve. On en est là, quoi. D'accord. Alors, pour en revenir un peu au confinement, dis-moi Oui, Pardon, dis-moi. excuse-moi. En fait, Dis-moi. je réalise que je n'ai pas répondu précisément à ta question sur un point. Il faut Oui. savoir un truc, c'est qu'ici, en Roumanie, personne n'est au courant de ce qui se passe en France. Des épisodes comme Villeneuve-la-Garenne, personne ne sait ça. C'est pour ça aussi que la prise de conscience, les gens se demandent mais comment ça se fait que les autres pays ne sont pas catastrophés par la situation en France. On va dire pourquoi ils ne nous viennent pas en aide ou pourquoi ils ne mettent pas des hommes politiques très à droite pour éviter que ce qui se passe en France se passe chez eux. Alors moi je le dis clairement, à part des événements de rayonnement internationaux comme les attentats du Bataclan, tout ce qui est attentat, bon ça se sait à l'étranger, mais tout ce qui est délinquance au quotidien et banlieues, on va dire, qui s'embrasent, ça, les médias roumains n'en parlent pas du tout. En fait, je veux être clair là-dessus, les Roumains ne savent pas que ça existe. Les Roumains ne savent pas que en banlieue, certaines populations qui ne sont pas des Français de souche foutent le bordel et que la police est obligée de leur lécher les bottes, plus ou moins de laisser faire en fait. Et ça, ils ne le savent pas et ça me rend fou. Mais voilà, je fais ce que je peux à mon petit niveau. Les gens que je rencontre, je leur explique. Mais tant que ça ne passe pas dans un média traditionnel, eh bien les gens ne croient pas. Et ça, c'est un vrai problème pour la communication et la diffusion de nos idées. Très bien. Alors, pour en revenir au confinement, quelles sont tes nouvelles habitudes de confiné? Qu'est-ce que ça t'a amené comme idée? Qu'est-ce que tu as fait de nouveau? Comment est-ce que ça t'a inspiré, si on peut dire? Alors, au début, ça n'a pas changé grand-chose parce que, comme je te dis, je suis quelqu'un Oui, d'assez oui, c'est casanier. vrai, À oui. part sortir ma fille, je ne fais pas grand-chose dehors. Enfin, mon activité, c'est une activité d'intérieur. Je suis écrivain. Mais je me suis dit quand même, c'est un événement exceptionnel. Et presque dans une logique purement artistique de devoir conserver un souvenir de ça, j'ai eu deux projets. Le premier, c'est de faire un livre. Là, pour tout te dire, je l'ai à peine commencé. Mais je voudrais, c'est un livre court qui peut s'écrire en une quinzaine de jours. Après, ça nécessite d'être fignolé, mais en tout cas, la trame principale peut être rédigée en une quinzaine de jours. Donc, j'essaie de le finir pour le 11 mai, comme je l'ai annoncé à mon public. Donc, ça, c'est un des projets de la quarantaine. Gros challenge. Euh, ouais, enfin, voilà, je veux avoir ce souvenir de cet événement quand même mondial qui va probablement bouleverser un tas de choses, notamment au niveau économique. Eh bien, moi, j'en aurais fait quelque chose, une œuvre à part entière, Mhm. et je pourrais revenir dessus dans 10 ans. Je trouve ça assez beau. Et le deuxième truc, c'est que pour garder le contact avec mon public, euh, bah, beaucoup de gens en fait je savais, enfin, j'ai senti tout de suite quand j'ai compris que la quarantaine allait durer plus de 15 jours. Je me suis dit les gens qui ont l'habitude de sortir vont ressentir de l'ennui. Certains qui bossaient finalement leur boulot, soit a été mis, enfin il y a eu une pause dans leur travail où ils ont pu faire du télétravail. En gros, les gens avaient du temps à dépenser chez eux. Je me suis dit, bah, je vais les occuper, je vais les divertir. Et dans ma bouche, ce mot n'a pas une valeur négative. Et donc, j'ai proposé un live quotidien pendant plus de 30 jours, le premier mois de confinement. Voilà, avec différents thèmes, en faisant différents thèmes, mais absolument tous les jours, y compris le dimanche. 7 jours sur 7 pendant 34 jours, si ma mémoire est bonne. Et voilà, c'est un live où nous avons discuté de. Enfin, j'ai abordé différents thèmes, l'actualité, le coronavirus. J'ai organisé des débats où j'étais parfois participant, parfois juste animateur. Euh, voilà, des émissions à plusieurs, des émissions culturelles sur le cinéma, la littérature. Euh, C'est C'était vrai une que c'était expérience très très franchement vivant, oui. enrichissante. C'est vrai que c'était super Ouais, vivant et t'as fait quelque chose ouais, où il y avait beaucoup d'interactions, ouais. Ça, c'était intéressant. ouais, j'ai vraiment essayé de proposer un contenu original, chaque jour de différencier vraiment les thèmes. Euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même si à la fin j'ai ressenti un épuisement. Et quand, en fait, il y avait une première date de déconfinement qui devait être le 15 avril. Finalement, cette date a été dépassée et le gouvernement français a annoncé qu'il durerait jusqu'au 11 mai. En Roumanie, c'est pareil. En Roumanie, c'est jusqu'au 15 mai. Et donc là, je me suis dit, c'est pas sérieux de faire encore un mois de live. Déjà pour des questions de fatigue personnelle, et puis parce que je suis horrifié par l'idée de lasser les gens. Je considérais que c'était bien assez. Ils avaient vu bien assez de Conversano pour le moment. Puis c'est des lives en plus, précisons-le, qui durent plus de 4 heures des fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Au début, je voulais faire que des lives de 2 heures. Je sais pas ce qui m'a pris. Et après, finalement, voilà quoi. Et non, et non. Conversano aime bien converser, hein. Alors il ne peut pas Ouais, se ah ça priver. les jeunes italiens, tu les perds pas comme ça, hein. On ne t'arrête pas facilement, c'est vrai. Alors comment est-ce que tu imagines l'après, que ça soit personnellement ou d'une manière plus globale? Quelles sont tes craintes et tes espérances
l'après-crise? Bah, je te dis, moi je suis pas du tout dans, comment dire, je considère que les gens qui parlent sans arrêt de crise économique, bien souvent sont des escrocs. Euh, je ne citerai pas des noms, mais beaucoup de gens qui sont connus même dans la dissidence et qui nous bassinent avec la crise économique, euh, quand je les écoute, je m'aperçois qu'en fait c'est un peu comme les 10 heures de bonne aventure. Tu sais, quand tu vas voir une voyante, elle te dit tout et son contraire sur toi, Oui, et il y a forcément une partie de ce qu'elle dit qui est vraie. Tu vois, si on te oui, dit tu es complètement, oui. impulsif, mais en même temps, voilà, un discours typique d'une voyante, ça va te dire, bah, tu as l'air d'avoir une personnalité impulsive, mais en même temps, tu es quelqu'un aussi de réfléchi qui sait Ouais. parfois prendre du temps pour prendre une décision. En fait, elle a dit tout et son contraire. Comme Et l'horoscope, donc quoi, il y souvent, a un truc comme ça, ouais, c'est vrai. voilà, c'est ça, chaud et froid. Bah oui, il fait chaud ou froid. C'est-à-dire, s'il fait pas chaud, il fait froid. Donc, bon. Bon, bref, je sais pas si je me fais comprendre, Oui, oui, bien souvent sûr, bien sûr. les gens qui disent il va y avoir une crise économique, moi aussi je peux le prévoir. Je peux dire il va y avoir une crise économique. Et la question c'est quand, à quelle heure, par rapport à quoi. Donc effectivement, là, les gens qui font des analyses sur la crise économique, là, ils sont très satisfaits parce qu'ils disent, vous voyez, je l'avais prévu. Non, vous n'avez pas prévu une crise économique suite à un virus. Et je crois que la seule personne qui avait évoqué ce scénario, dans la dissidence, ce qu'on appelle la dissidence, c'est Piero San Giorgio qui effectivement, il y a 3-4 ans, était passé chez TV Liberté et avait dit un des motifs qui peut amener une crise économique serait un virus enfin mondial sur une base, il avait été très précis, hein, sur une base grippale ou de coronavirus, donc il avait vraiment eu cette intuition-là, ça on doit le lui reconnaître. Oui, c'est vrai. Euh, voilà, donc ce que je voulais dire, là j'ai fait une longue digression pour dire qu'effectivement, je ne suis pas le genre à paniquer pour les crises économiques. Là, je pense qu'on va s'en prendre une assez violente. Le PIB de la France a descendu, je crois, de 6% en quelques semaines. C'est absolument abominable au sens économique. C'était pas arrivé depuis la guerre et ça aura des conséquences. Alors, à titre individuel, ces conséquences, je ne sais pas si je vais les ressentir. Peut-être ça va se traduire par quoi? Peut-être des taxes en plus, l'essence qui monte Oui, encore, bah oui, même des si en ce taxes, moment ouais, ça c'est ça. descend, mais on va dire que quand l'activité va reprendre, l'essence va remonter en flèche. Euh, donc oui, il va y avoir un certain nombre de choses qu'on n'arrive même pas à percevoir qui vont monter. Les commerçants vont évidemment monter leurs prix. Donc au quotidien, il va y avoir des changements et il y aura un confort, un petit confort qui va être perdu quand même si c'est, je ne crois pas non plus à la théorie de l'apocalypse. Hein. Oui. Après, à titre individuel, cette crise économique va me toucher de manière moyenne, voire faible, Hmm. pour la simple raison que je n'ai pas d'économie et je n'ai pas de placement. Et je n'ai pas non plus de patrimoine, c'est-à-dire que je n'ai pas encore acheté, je ne suis pas propriétaire. Excuse-moi de Partant de te là, couper, excuse-moi de te ouais, couper en parlant d'économie personnelle. Récemment, par rapport à tes positions politiques, tu as été ouais, victime d'une censure de la part de Tipeee. Est-ce qu'on peut en parler? ouais, ouais, Comment est-ce que tu traduis ça? Alors je rappelle juste un peu les faits. Daniel s'est fait carrément supprimer son compte Tipeee par lequel le ouais. soutiennent tous ses adhérents. Et donc tu en as fait part dans une intervention brève. Alors comment est-ce que tu expliques ça et où est-ce que tu en es justement un peu sur cette enquête que tu mènes pour comprendre et savoir pourquoi Tipeee t'a supprimé le compte? Euh, bah, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon compte Tipeee, il est relié il était relié, puisque maintenant il n'existe plus, à ma chaîne Vive l'Europe. Et sur la chaîne Vive l'Europe, un peu comme ce que tu fais toi, bah, j'interviewe des gens dont j'apprécie le parcours, de gens plutôt classés à droite, mais franchement, euh, qui, euh, qui sont des gens pas toujours très radicaux et qui tiennent un discours tout à fait dans les cadres de la loi. Et donc, en fait, pour moi, il n'y avait aucune raison légitime que cette chaîne disparaisse, sachant que dans les conditions d'utilisation Tipeee, à aucun moment il est marqué toute opinion de droite est censurée et nous en octroyons le droit. Si tel avait été le cas, je ne me serais même pas inscrit sur le site. Alors en fait, ils m'ont envoyé un mail hallucinant pour m'expliquer la raison de ma censure. Et c'est de dire, vous avez été condamné il y a plusieurs années, il y a 3 ou 4 ans. En fait, c'est pour des propos en 2015, j'ai été condamné 2 ans après. Donc là maintenant, en 2020, donc ça fait 3 ans. J'ai été condamné pour des propos que j'ai tenus sur une vidéo, sur une chaîne que je n'utilise plus, qui n'est pas Vive l'Europe, donc qui n'est pas la chaîne qui était reliée à Tipeee, et dans lequel j'incarnais des personnages. C'est-à-dire, c'est des pamphlets qui n'étaient même pas dits au jeu, en quelque sorte. Et donc effectivement, j'avais été condamné pour ces propos, mais ils m'ont dit les vidéos que vous publiez sur Vive l'Europe semblent trop près, trop proches des idées pour lesquelles vous avez été condamné. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est la modération Tipeee qui estime de manière complètement arbitraire
que mes propos ressemblent à des propos condamnables. Alors c'est quand même incroyable. Ah oui, quand Être même, viré ça va d'une à ce plateforme, point-là, quoi. être viré d'une plateforme de dons parce que la justice m'a condamné. À la limite, pourquoi pas? Si c'est ça leur limite, d'accord, je suis viré de Tipeee. Mais en plus, mais là c'est vraiment, en fait, le meilleur exemple que je peux donner, c'est le film Minority Report. Oui, En fait, on cherche à faire du pré-crime. En fait, bien il y a sûr. l'unité de pré-crime, Ouais, comme ouais. ça à Tipeee. Et Tipeee estime que peut-être un jour sur ma chaîne Tipeee, je vais faire un propos qui peut-être sera condamné. Et à titre préventif, il supprime ma chaîne. Il supprime ma page. J'ajoute que ça paraît rien, mais j'avais en moyenne un revenu entre 700 et 900 euros par mois, parfois 1000. Et pour le mois d'avril qui était en train de se terminer, parce que là on est le 30 avril au moment où je fais cette vidéo, j'ai reçu le mail il y a quelques jours. Donc en gros, le 25 avril, il m'annule tous mes dons du mois. Ah Alors oui, certes, carrément, donc il te les il reporte même pas, renvoie les il dons te aux les donne gens. pas. Bon, il renvoie les dons aux gens, Ouais, d'accord. ouais, Mais moi, pour le mois d'avril, c'est comme si j'avais travaillé pour rien. Alors, les gens ne se rendent pas bien compte parce que je pense que toi aussi, tu le sais, tu es aussi dans le domaine ouais, audiovisuel. Pour les gens, c'est pas un travail en fait ce qu'on fait. Tu vois, ce qu'on fait c'est n'est vrai. jamais un travail. Être monteur vidéo, c'est pas un travail. Être monteur son, c'est pas un travail. Être animateur, c'est pas un travail. Bien sûr que si, c'est un travail. Alors moi, je dis aux gens qui m'écoutent, imaginez, voilà, vous êtes prof, vous êtes médecin en hôpital, vous êtes n'importe quoi. Ouais. Voilà, vous êtes dans une entreprise. Et en fait, à la fin du mois, on vous dit, bah, ce mois-ci, tu vas pas toucher ton salaire en fait. Parce que c'est pas le tout d'être viré, c'est de pas toucher son salaire, quoi. Oui, bah oui, puis, C'est quand même et incroyable. puis c'est quand même sur des idées que la personne a eues il y a quelques années. Donc En c'est vrai que plus, en plus, ouais. si on l'intègre et qu'on le transpose sur un métier, on va dire, plus classique, Ouais, le chauffeur de camion qui arrive, on lui dit, bah non, là, c'est pas possible, monsieur, vous avez eu un propos xénophobe en 2004. c'est ça. Ouais, ouais. C'est Et ça, vous c'est pouvez ça. peut-être recommencer. Alors voilà, on ne voudrait pas choquer notre clientèle. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est complètement incroyable. Ou, pour finir cette question, ouais. moi je te dis que là je suis en train d'en discuter avec un avocat qui me suit et me soutient depuis longtemps et on essaie de voir si légalement c'est attaquable, ce que je crois. Mhm. Et si ça l'est, j'attaquerai parce que il faut aussi arrêter avec. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, que vous soyez de droite ou de gauche, parce qu'il y a aussi parfois des pages Tipeee de gens plutôt à gauche qui sont supprimés de manière illégitime. Il y a des vidéos YouTube qui disparaissent, on ne sait même pas pourquoi. Euh, En fait, voilà, les réseaux ont une telle importance maintenant. Alors les gens vont dire, bah, vous avez qu'à aller sur d'autres réseaux, mais les autres réseaux sont trop peu développés, personne n'y va. En fait, il y a un trust. C'est comme à Bien sûr. l'époque, on ne pouvait pas faire sans Windows. Ouais. D'ailleurs, c'est toujours le Ouais. cas. Aujourd'hui, on peut pas faire sans Facebook. Pareil, j'ai été banni de Facebook en septembre dernier, c'est-à-dire je ne peux plus recréer un compte en mon nom sur Facebook. C'est clair, la fréquentation de mes sites a diminué de moitié. J'ai jamais retrouvé ces gens-là. Donc c'est bien beau de dire, bah, vous avez qu'à aller sur VK, vous avez qu'à aller sur d'autres réseaux. Oui, d'accord, mais si tu veux, c'est comme si on te disait, t'es interdit d'une soirée, et on te dit, bah, tu peux aller à scène là. Bah oui, mais c'est une soirée, il n'y a que des vieux, ils sont trois. Tu vois, donc vous êtes mignons, mais voilà quoi. C'est Donc là moi, quand ce même que je dis, c'est. où on peut parler, excuse-moi de te couper, où on peut Je t'en parler prie. qu'on soit de gauche ou de droite, qu'il existe une pensée dominante. C'est Ouais. ça, ouais. Oui, oui, les gens aussi classés à l'extrême gauche sont parfois éjectés Bah également oui. de ces réseaux-là. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que je vous invite à judiciariser votre défense, parce que nous, on est quand même dans un pays de droit. Il ne faut pas oublier que ces gens, enfin, souvent, ils prennent des décisions en partant du principe que vous n'allez pas attaquer, parce que c'est pas toujours dans nos habitudes. Mhm. On se dit qu'on n'a pas notre chance, alors que parfois on l'a. Et là, en l'occurrence, autant j'ai déjà été hors la loi, d'ailleurs j'ai été condamné pour ça, d'accord, pour des vidéos d'avant, j'ai changé ma façon de communiquer, j'ai même changé en quelque sorte ma façon de penser. En fait, en gros, j'ai payé le prix de ces débordements. Par contre, eux se croient tout permis et je vois pas franchement comment légalement ça peut tenir d'être éjecté d'une plateforme avec un mail de la direction qui te dit parce que vos propos ressemblent à des propos condamnables, nous vous condamnons en quelque sorte en vous éjectant de notre plateforme, en vous interdisant de continuer à avoir des dons ici. C'est incroyable. Ouais. Absolument incroyable. C'est vrai qu'il faut le vivre pour le croire. Ouais, Ouais. Et alors donc pour en revenir à l'après, toi en ouais, tant qu'expatrié en Roumanie, dans ton quotidien pour l'après, donc dans ta situation personnelle, tu trouves qu'elle ne ouais. changera pas tellement, ça ne va pas tellement changer, il y aura pas de... Non, je ne crois pas. En fait, mon inquiétude, tu sais, moi, j'ai tendance à penser à court terme. C'est Ouais, peut-être mon cerveau d'artiste, c'est pas toujours une bonne chose.
je suis, je suis plutôt cigale que fourmi. Et en fait, là, je pense tout de suite à mes émissions. Tu sais, je retourne souvent environ tous les 3 4 mois en France pour tourner des émissions Vive l'Europe, parce que mes invités sont essentiellement français. Et là, je me demande quand est-ce que je pourrais le faire, parce que même quand nous serons déconfinés et nous pourrons circuler dans le pays, la circulation en Europe, ça va rester délicat, peut-être jusqu'en septembre. Donc là, ma première problématique, elle n'est pas financière, elle est d'ordre géographique. Est-ce que je vais pouvoir me déplacer et revenir vers l'Europe de l'Ouest? C'est pas sûr. Et si c'est pas le cas, c'est un peu embêtant parce que je vais pas pouvoir tenir mes engagements avec mon public euh, de régularité. Je fais les Vive l'Europe 2 fois par mois. Donc ça, c'est un peu ce qui m'inquiète actuellement. Pour le reste, la vie va reprendre son cours tout doucement. Il faut pas oublier que il y aura du bon et du moins bon, c'est-à-dire que les prix au quotidien peuvent augmenter, notamment dans les supermarchés. Ouais. Le prix des transports, je pense, va augmenter. C'est vrai aussi, ouais. En revanche, ça va être le moment idéal pour acheter, par exemple. C'est-à-dire que l'immobilier, elle n'a pas un coût énorme en Roumanie. Je pense qu'il va être encore plus bas. En fait, ça a baissé forcément avec la crise. Et donc, par exemple, c'est le moment d'acheter. Ça va être le moment d'acheter parce que forcément, ça va faire que monter. Voilà, donc toute crise aboutit aussi comment dire, des opportunités. Il va falloir aux gens les plus malins de les saisir. En tout cas, je ne suis pas inquiet d'un effondrement mondial. Comment je dirais, en fait, c'est simple. Moi, je ne crois plus à la possibilité d'une misère avec des gens qui ne bouffent pas. Ce que les gens oublient, c'est que C'est très intéressant là ce que tu abordes. Ça là, ce que tu es en train d'aborder est super intéressant. Et en fait, les gens prennent des références historiques qui sont complètement dépassées. Il faut comprendre que depuis l'ère industrielle a tout changé. C'était pas le cas quand ça a commencé, quand la révolution industrielle a commencé. Il a fallu quelques décennies pour que le système fonctionne parfaitement. Mais aujourd'hui, nos systèmes capitalistes et industriels fonctionnent de telle manière que, en fait, en Occident, on ne peut pas mourir de faim. C'est pas possible. C'est vraiment une idée qu'il faut s'enlever de la tête. La pauvreté existe encore, mais plus la misère. Et moi, je ne crains pas du tout que... D'ailleurs, on l'a bien vu pendant ce confinement. On a bien vu qu'il y avait des stocks énormes et que même lorsque le pays était paralysé, les gens ne meurent pas de faim. Donc, ça met quand même du plomb dans l'aile dans l'idée sur... Ça, c'est un truc que je pourrais dire à San Giorgio. Je dirais quand même, un des enseignements de cette crise, c'est que l'idée survivaliste, au sens manquer de vivre et des choses essentielles, est peut-être une connerie. C'est peut-être une vision, non pas complotiste, mais arriérée de ce qu'est une crise. Une crise, autrefois, c'était ça, au XVIIIe siècle, mais on est au XXIe siècle. Au XXIe siècle, on peut survivre à ces crises sans problème. On va dire que les problèmes peuvent prendre d'autres formes, c'est-à-dire, par exemple, on le voit en France avec les banlieues qui s'enflamment, le confinement qui joue sur les esprits et qui fait que les gens deviennent de plus en plus énervés, et ça peut aboutir à des pétards un peu qui pètent, enfin, pas des pétards, mais des embrouilles qui peuvent déboucher sur des émeutes. Ça, c'est vrai. Donc là, la crise, je la vois plutôt comme ça. Mais au niveau économique, il va y avoir une crise économique, mais fondamentalement, ça ne va pas changer le quotidien et ça ne va pas nous faire reculer en confort d'une manière qui sera trop visible. Je ne le crois pas. Pour ajouter un peu à ce que tu dis sur la misère et la famine, ce que je me tue des fois à faire comprendre à mes amis lorsqu'on parle de tout ça, de cet effondrement, c'est que certes, il peut y avoir un effondrement, mais on est dans une société où même les déchets, on peut les consommer dans le pire des cas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tous les pauvres SDF peuvent fouiller dans une poubelle ou aller à l'arrière d'une boutique ou d'un restaurant et trouver à manger. Et c'est pour ça que, en fait, même cette idée de révolution d'un peuple ou d'une nation, elle n'existe que si on a faim. C'est là où les gens se lèvent, c'est quand ils ont faim. Sinon, ils ne se lèvent pas. Et ils ne s'organisent pas. Et ils se laissent aller au confort et à l'illusion de ce que leur propose le gouvernement. C'est très intéressant ce que tu as abordé là. C'est vrai. Bien sûr, on voit même les gilets jaunes. On a vu que, alors évidemment, les gilets jaunes n'étaient pas des crèves-la-faim, faut pas exagérer. Mais on a vu que seuls, en fait, les gilets jaunes sont ce qui ressemble le plus à une révolution dans tous les exemples qu'on a de l'histoire française des 50 dernières années. Et qu'est-ce qui a été à l'origine de ça? La hausse de la montée de l'essence, du prix de l'essence, excuse-moi. Pourquoi? Parce que, en fait, notamment les gens de la France périphérique se sont sentis pour la première fois menacés dans leur mode de vie. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que beaucoup de ces gilets jaunes sont des gens qui autrefois habitaient dans les grands centres-villes et qui se sont reculés dans des villes de province ou même à la campagne pour échapper à on sait quoi.
pour échapper à cette fameuse diversité, aux chances pour la France. Et alors que déjà ils ont fait, à l'intérieur du pays, il y a déjà eu un white flight, on leur montre le prix de l'essence qui rend leur déplacement beaucoup plus difficile, c'est-à-dire leur vie au quotidien, alors que quiconque a vécu à la campagne sait qu'à la campagne, ton cheval, c'est ta voiture, tu vois. Bien sûr. Si tu peux, si tu peux pas utiliser, t'es en Bretagne, en pleine campagne, et si t'as pas de voiture, t'es mort, t'as plus Oui, de t'as vie. rien. Donc quand l'essence elle monte de 20 centimes par litre en l'espace de 6 mois, les gens se sentent menacés dans leur existence. C'est très grave, quoi. Bien sûr Ça que fait partie des trucs, c'est hyper comme grave. retirer une partie de la retraite. Ça, c'est des trucs qui font réagir les gens. Donc même si ça, évidemment, les gens ne sont pas dans une, comment dirais-je, une famine, eh bien, il y a une perte de confort qui fait que ça peut les amener à bouger. Ça, c'est vrai. Alors Daniel, je voudrais qu'on en revienne maintenant à ce que tu fais, à ta carrière, qui existe maintenant, si je me trompe pas, à peu près depuis 2012-13, non? Ouais, c'est Que ça. tu opères sur le web. Mhm. Alors, tu proposes un livre, Désolé Jean-Pierre, Ouais, que j'ai eu la chance de lire et de partager avec des amis. C'était un merci. moment haut en couleur, un livre où on est transporté par les émotions et les virages sont dignes d'un thriller haletant, quoi. Pas un thriller policier, mais un thriller du quotidien, on va dire, d'un personnage dans lequel on peut se reconnaître en tant que patriote français. Et c'était une superbe expérience. Et puis, il y a vraiment beaucoup de sentiments et il y a beaucoup d'amour. Ok, C'était, oui, c'est c'était, vrai. c'était vraiment sympa. Et en même temps, tu proposes plusieurs chaînes sur YouTube, justement. Il y a le Danny Live, comme son nom l'indique, où tu Ouais, proposes des émissions live qui sont très interactives. Il y a le Vive l'Europe, où tu proposes ouais, des interviews de personnalités dans des domaines divers et variés. Et à toi, je te laisse un peu ouais. la libre antenne pour présenter un peu ce que tu fais et pour dire à nos chers auditeurs qui n'ont pas l'occasion de te connaître comment venir vers toi, Ouais. justement. Comme tu l'as expliqué, j'ai des activités multiples. Évidemment, je considère que ce qu'il y a de plus important, c'est mes vidéos personnelles où je développe ma pensée. Ce qui peut paraître étrange, mais maintenant je le fais plutôt dans des lives parce que, en fait, c'est un conseil que je donne aux créatifs qui se lancent. Il faut toujours s'adapter au format de l'époque. Ce qui fonctionne aujourd'hui sur YouTube, c'est les lives parce que les gens aiment l'interactivité, même ceux qui ne participent pas au sens strict, je veux dire en commentant ou en envoyant des dons ou même en essayant de parler avec moi en live, ce qui est quand même possible, j'offre cette possibilité, eh bien, ils sont contents d'être dans le chat, ils sont contents de l'expérience même du direct, de cette vibration qu'il peut y avoir à entendre quelqu'un qui parle sans filet et sans l'aide du montage. Donc actuellement, l'essentiel de mon activité, c'est développer mes idées politiques dans des lives que je rends volontiers divertissants parce que, et ça c'est l'exemple que, comment dirais-je ça, j'ai beaucoup appris au contact de Dieudonné, c'est que j'ai compris que Dieudonné avait réussi à franchir des frontières grâce à l'humour. Et en fait, des tas d'intellectuels avaient essayé de faire passer les mêmes idées que Dieudonné par l'écrit, simplement l'écrit, ou dans des journaux, ou dans des formats académiques. Et Dieudonné, avec l'humour, a ridiculisé les positions adverses d'une manière explosive et très rapide. Et donc, de la même manière, j'utilise l'humour. Alors, je ne fais pas du one-man show, mais je mets énormément d'humour volontairement dans mes lives. Bon, c'est ma nature aussi, hein, j'aime rire, d'accord, mais on va dire je pourrais tout à fait faire des lives plus sérieux. Je les rends volontiers divertissants volontairement divertissants parce que je sais que c'est comme ça que mes idées vont se développer le plus facilement, surtout à l'époque d'Internet. Évidemment, le travail de fond, c'est quand même la lecture, la réflexion et l'écriture. Là, je suis en train d'écrire un deuxième roman. C'est difficile de te répondre, tu as déjà tout cité, effectivement. Si les gens sont curieux, la première chose à faire, c'est effectivement aller sur mes chaînes YouTube parce qu'ensuite, par rebond, dans mes vidéos, je parle souvent de mes sites et de mes livres, et donc vous pouvez les trouver en description de toutes les vidéos. Donc je dirais essentiellement, parce qu'il ne faut pas noyer les gens dans trop de propositions, trop de suggestions, je dirais il y a Danny Live. Donc si vous tapez Danny Live, D-A-2-N-Y Live, vous allez tomber sur la chaîne qu'actuellement je nourris le plus. Et la deuxième chaîne, où là je suis plus dans une position d'écoute qui permet de découvrir mon univers, celui que d'aucuns appellent la fachosphère, j'ai pas de problème à le dire, eh bien vous allez sur Vive l'Europe,
et sur Vive l'Europe, vous trouverez des émissions assez amples. C'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude de ce format, des émissions d'1 h 30, 2 heures, 2 h 30, où je laisse l'invité développer sa pensée et nous parler de ses activités en tant qu'animateur. Et on va dire, ces deux chaînes vous permettront ensuite de rebondir sur mes espaces personnels, mon site, danielconversano.com, et sur le site, vous trouvez les livres que j'écris, que j'édite, etc. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel. Merci Voilà, beaucoup, Daniel. C'était très agréable de t'avoir dans Pandémie et vous. Plaisir partagé. Merci de m'avoir donné le micro. J'espère que certains me découvriront et je ferai la promo de ta chaîne aussi, histoire de stimuler les vues et les abonnements. Avec plaisir. N'hésite surtout pas. Je t'en prie. Au revoir, Daniel. Merci à toi. Salut. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette entrevue. Courage à tous les corps de métier qui continuent à exercer pendant la pandémie. Force et honneur à vous tous. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de participer à l'émission. Laissez votre témoignage. C'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à strictcombo.prod@ymail.com. L'adresse mail est en description. Abonnez-vous pour nous suivre et à demain pour une nouvelle entrevue.